Merci beaucoup pour cette invitation d'abord et à échanger une deuxième fois en effet devant vous sur la laïcité. Échanger parce que je vais peut-être être quand même plus court que la dernière fois puisque je vous ai déjà beaucoup parlé de laïcité en 2022. Et donc bien sûr il y aura peut-être parfois des redites parce qu'il y a évidemment des choses essentielles à systématiquement rappeler. Mais bien sûr, il y aura des nouveautés et puis ensuite, je laisserai un maximum de temps à nos échanges parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet et puis il y a une actualité qui est assez riche aussi sur le sujet avec d'ailleurs quelques vraies inquiétudes sur justement le respect ou non de cette loi évoquée de 1905 de séparation des églises et de l'État. Je n'ai pas forcément besoin de compléter ma présentation si ce n'est pour rappeler le sens de cette invitation peut-être, en effet, rappeler mes anciennes fonctions, ça a été dit rapidement, de rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui était une instance gouvernementale, mais qui était néanmoins autonome du pouvoir politique, puisque c'était une instance pluraliste, composée de parlementaires de tous bords, mais aussi composée d'acteurs de terrain et composée de représentants des administrations centrales concernées par le sujet de la laïcité et aussi composé de ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des personnes qui, de par leurs travaux, étaient reconnues sur le sujet de la laïcité, donc des enseignants, des chercheurs, des philosophes, des anthropologues, des sociologues. Instance qui, vous le savez, a été en effet supprimée en 2021 suite à une demande en ce sens de 3 ministres. C'est de notoriété publique maintenant, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin, qui s'opposaient donc à l'Observatoire de la laïcité et qui ont préféré finalement une instance qui est une instance au ministère de l'Intérieur, dépendante du pouvoir politique et non plus autonome, comme c'était le cas de l'Observatoire de la laïcité. Donc cette suppression s'est faite en plus concomitamment avec ce qui allait devenir le scandale du fonds Marianne. Pour vous remettre un petit peu, resituer le contexte. J'en parle aussi parce que ça rappelle en fait combien la laïcité est trop souvent l'objet de récupérations. Des récupérations parfois politiques, je dirais même plutôt politiciennes, puisque disons-le, là il s'agissait plutôt de stratégie et de pratique pour appuyer une certaine conception du pouvoir. Et effectivement, ce sujet est source de récupération, source de conflits, de tensions. Je cite souvent, je l'avais fait en 2022 également, le doyen alésien Jean Rivero qui parlait de la laïcité en disant que c'était un mot qui sentait la poudre et qui éveillait des résonances passionnelles contradictoires tout en constatant que le seuil du droit franchi, finalement, on pouvait s'entendre et les disputes s'apaisaient. Parce qu'effectivement, si les disputes sont virulentes, toujours encore aujourd'hui, le droit de la laïcité, il est finalement relativement clair si on veut bien s'y attarder un peu. Et malheureusement, bien peu de nos responsables s'y attardent un petit peu. La difficulté, elle réside dans le fait que désormais, donc, selon ce droit que l'on pensait à peu près intangible, tant les Françaises et les Français sont très attachés à ce principe de laïcité tel que repris par notre Constitution, mais aussi défini pour l'essentiel par la célèbre loi du 9 décembre 1905, eh bien ce droit il n'est plus ni vraiment connu tant les idées fausses tendent à se répandre dans le débat public, ni même respecté. Or, si d'un point de vue philosophique et intellectuel, il n'y a jamais eu une seule conception de la laïcité, c'est normal, il peut y avoir un débat sur ce que l'on souhaite par la laïcité. Et pour ce qui concerne son application concrète, son application quotidienne, eh bien, il y a une seule définition qui, sur le coup, subsiste, c'est celle qui découle de notre histoire, bien sûr, et qui s'est donc traduite par des textes juridiques, et notamment cette loi du 9 décembre 1905 dont on va fêter les 120 ans le 9 décembre donc, prochain. Là, il faut toujours le rappeler, cette définition de la laïcité, elle découle d'assez peu de textes, mais des textes majeurs. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et tu as cité Rabot Saint-Étienne, qui était donc un pasteur protestant de moi, devenu député révolutionnaire et qui a co-rédigé cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en particulier l'article 10, et effectivement,
un des textes qui fonde ce qui va devenir le principe de laïcité, ce sont les articles 1er, 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et articles sur l'égalité des droits, sur la liberté de chacun et celle d'autrui, et puis sur la liberté de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient. Ensuite, il y a les lois Ferry, complétées alors en 81 et 82, 1881 et 1882, complétées par la loi Goblet en 1886, majeures puisqu'elles instaurent enfin l'école publique laïque, avec donc des enseignants qui sont eux-mêmes laïcs au sens de non religieux. Et puis bien sûr ensuite vous avez la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises avec un « et » majuscule au sens d'organisation religieuse, quelle qu'elle soit, et de l'État, dont nous allons donc fêter les 120 ans. Et puis ensuite, au-delà de ces textes, on le sait, il y a le Conseil d'État qui est là pour régulièrement clarifier ou apporter des précisions. C'est pour ça qu'on le considère comme le régulateur de la laïcité à la française, puisqu'évidemment, il y a toujours des situations nouvelles. Notre société évolue, et donc tout n'est pas écrit dans la loi, évidemment, et donc il y a nécessité d'un examen de chaque cas concret par le juge, et qui va construire une jurisprudence qui elle-même ensuite constituera du droit positif en matière de laïcité. Et puis, il y a eu quelques évolutions législatives. La plupart du temps, ce sont des évolutions d'ordre pratique, technique. La loi de 1905 elle-même a été modifiée une bonne quinzaine de fois. Mais parfois, c'est plus notable. Ce sont des lois qui ont plus d'incidence. Alors, il y a la loi, bien sûr, du 15 mars 2004 qui concerne les élèves des écoles, collèges et lycées publics en leur interdisant une manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par le port de signes ou de tenues, donc parce qu'il a été considéré par le législateur que dans un espace scolaire public, puisque cette loi n'est pas obligatoire dans le privé, ne s'applique pas dans le privé, il a été considéré que dans ces espaces d'apprentissage des bases du savoir, il fallait préserver les élèves mineurs donc d'influences extérieures excessives, et donc on leur demande la discrétion pour qu'ils puissent développer librement leur esprit critique, leurs propres opinions dans cette période où ils acquièrent donc les bases du savoir. Et puis ensuite vous avez plus récemment une autre loi qui a un impact très fort sur les associations cultuelles, si on s'en tient à la loi de 1905 et à la laïcité, mais aussi plus largement les associations tout court. C'est la loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme, et qui, on pourra en parler sur le coup, comporte des dispositions qui sont critiquables, qui sont contestables, et qui peuvent parfois même poser un certain nombre de problèmes sérieux, et qui réforment même certaines dispositions techniques a priori de la loi du 9 décembre 1905, elle touche à la loi du 9 décembre 1905, mais sur au moins un article, interroge quant au parfait respect de l'équilibre posé par la loi du 9 décembre 1905. Donc il y a peut-être là une première brèche qui doit quand même susciter une grande vigilance de la part des citoyennes et des citoyens, on y reviendra. Pour le moment, du droit positif, en tous les cas, l'essentiel reste bien sûr la loi du 9 décembre 1905, même si le mot laïcité, vous le savez, n'apparaît pas dans cette loi, mais c'est quand même cette loi qui en définit le cadre général. Et là encore, je l'avais déjà dit, mais il faut le redire, ce cadre général il repose sur trois fondements qu'on oublie trop souvent dans le débat public, trois fondements essentiels. Le premier, et c'est peut-être le plus important, c'est la liberté. Et ça, on l'oublie largement quand on parle de laïcité, quand on entend parler de la laïcité dans le débat public. La liberté, liberté de conscience, qui suppose la liberté de religion et de culte, mais tout autant la liberté vis-à-vis de la religion, et donc liberté de manifester des convictions, qu'elles soient religieuses ou non, toujours bien sûr dans les limites du respect de l'ordre public, dans les limites de la liberté d'autrui. Et c'est pour cela qu'en France, par cette laïcité, on peut évidemment pratiquer ou promouvoir une religion, et tout autant on peut contester et critiquer une croyance. Voilà, tout cela devant se faire dans le respect mutuel, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas à la haine, on ne discrimine pas à raison d'une appartenance, d'une croyance, etc. Le deuxième fondement, c'est la séparation, d'où le titre de la loi, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et ça aussi, c'est très souvent oublié, mais c'est bien de cette séparation que découle le principe de neutralité de l'État et de l'administration publique. C'est pas comme ça que l'État est neutre, l'État est neutre parce qu'il est séparé des organisations religieuses. À partir du moment où il est séparé des organisations religieuses, il devient acte confessionnel, neutre,
Et tous ceux qui exercent le service public eux-mêmes doivent être neutres, parce que quand on exerce un service public, on ne représente plus son individualité, on représente l'État, l'administration publique dans son ensemble, qui se doit de servir tous les citoyens de la nation, quelle que soit leur appartenance propre, de la même manière et de façon parfaitement égalitaire. Donc ça, c'est un point qui est souvent oublié, c'est le sens même de cette neutralité de l'administration publique et de l'État. Et donc évidemment, ce n'est pas la neutralité des usagers, comme on l'entend trop souvent. Les usagers, grâce à la laïcité, au contraire, se voient garantir une large liberté dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public et qu'ils n'imposent pas leurs propres convictions ou croyances aux autres. Et le troisième fondement, eh ben, c'est l'égalité. L'égalité de toutes et tous devant la loi, devant l'administration publique, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances, qui est garantie justement par cet État qui est neutre, qui est aconfessionnel. À partir du moment où l'État est devenu laïque, il est devenu non pas opposé, mais tout à fait indifférent aux convictions ou aux croyances des citoyens. Parce que ça l'importe peu et ça ne doit pas l'importer dans le service public rendu que de savoir que tel ou tel citoyen a de telle ou telle appartenance. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, il doit traiter tout le monde de la même manière. Nous sommes toutes et tous des citoyens, point barre, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelles que soient par ailleurs nos convictions ou nos croyances. Et c'est donc de cet ensemble de fondements que découlent deux choses. D'abord, la garantie du respect de l'autre dans sa croyance ou dans ses convictions, comme le rappelle d'ailleurs notre Constitution. Et puis ensuite, notre citoyenneté commune qui suppose en effet qu'on a toutes et tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, là encore, quelles que soient nos appartenances. Ce sont ces deux dynamiques qui contribuent à l'idéal républicain de fraternité. On peut aller vers la fraternité, ou on pourrait dire aussi la sororité, fraternité au sens large, hein, c'est-à-dire qui rassemble tout le monde, grâce donc à la fois ce respect de l'autre dans ce qu'il est et en même temps ses droits qui sont les mêmes, quelles que soient nos appartenances. Et à l'inverse donc de ce qu'on entend trop souvent, la laïcité n'est pas une valeur qu'on ajouterait au triptyque républicain et qu'on apprécierait comme toute valeur de manière subjective. La laïcité, non, c'est un principe, et ça a été dit, un principe juridique, un principe philosophique, un principe politique au sens noble du terme cette fois-ci, c'est-à-dire d'organisation de la vie en société, et qui traduit une règle d'action, c'est-à-dire qui vis-à-vis des convictions et des croyances va permettre la parfaite déclinaison des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est vraiment un outil au service de nos valeurs républicaines. Ça a été pensé comme un outil qui pouvait permettre de décliner très concrètement nos valeurs républicaines en ce qui concerne les convictions ou les croyances. Et je l'avais aussi déjà dit, mais c'est important de ne pas résumer la laïcité à la tolérance, parce que la tolérance est bien insuffisante pour qualifier la laïcité, puisque, comme le disait Mirabeau, député révolutionnaire, la tolérance, c'est le fait du prince, et effectivement, la tolérance, ça suppose quelqu'un qui tolère, et un autre qui soit toléré, et celui qui tolère aujourd'hui peut demain ne plus tolérer. Donc ce n'est pas du tout satisfaisant. Et c'est pour ça que là encore, Rabot-Saint-Étienne s'opposait à cet usage courant du mot tolérance, déjà à l'époque révolutionnaire. Il considérait que c'était absolument insuffisant, même si le mot laïcité n'existait pas encore, mais parce que pour lui, et je crois que c'est juste, la tolérance, elle renvoie finalement de fait à des citoyens minoritaires qui seraient juste dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière qu'une autre majorité. Vous voyez ? Et ça, c'est donc pas acceptable. Et effectivement, la laïcité va beaucoup plus loin que la tolérance. Et on pourrait peut-être parler de respect, en effet, si on reste sur des termes de cet ordre, de cette nature. Mais en tous les cas, ce n'est pas juste ce n'est pas une majorité, ce n'est pas une majorité qui tolérerait une minorité. Mais je le précise ce point parce que justement, c'est trop souvent comme cela qu'elle est perçue aujourd'hui. Elle est trop souvent perçue comme cela dans les débats publics, dans les médias, dans beaucoup de médias. Elle n'est plus comprise comme un formidable outil pour faire ensemble ce qu'elle peut et ce qu'elle doit encore être aujourd'hui, mais elle est très souvent définie comme un simple cadre de tolérance de minorité par une supposée majorité, et qui, elle, majorité, devrait être défendue et promue face à ces minorités. Mais ça, c'est pas la laïcité. Ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple la catholaïcité, c'est-à-dire cette notion
de défendre une majorité supposée qui serait d'origine ou de confession catholique, et avec toute la culture qui va avec, qui serait hexagonale, blanche, et forcément représentative en premier lieu de la France, et qui se poserait donc, ou qui devrait être favorisée par rapport à des minorités. Mais ça, ce n'est pas la laïcité. La laïcité, justement, apparaît pour dire non, on n'a pas de majorité, on n'a pas de minorité, on est toutes et tous, quels que soient nos horizons de vie, d'où que l'on vienne, des Françaises et des Français à égalité. Et donc cette confusion, elle se diffuse aussi du fait d'une méconnaissance ou d'un oubli de notre histoire et de l'histoire même de la laïcité. Puisque quand on revient à l'histoire même de la laïcité, on comprend combien cette logique, cette approche est absurde et contraire à l'essence laïque. Alors là aussi, je vais être beaucoup plus court que la dernière fois, vous le connaissez, mais il faut quand même le redire, la laïcité, d'où ça vient? Alors bon, bien sûr, si on met de côté ces prémices, parce que ces prémices, en fait, elles remontent très loin, elles remontent à l'Antiquité, et d'ailleurs, ont traversé tous les grands courants de pensée, et même les grands courants religieux. Mais l'idée moderne de laïcité, même si le mot n'existait pas encore, elle est née, en gros, il y a 300 ans, il y a un peu plus de 300 ans, au XVIIe siècle, avec notamment un philosophe français un peu oublié, protestant du Sud-Ouest, Pierre Bayle, avec aussi un Américain, un futur Américain assez oublié, Roger Williams, mais ensuite très vite avec beaucoup moins oublié et essentiel, Baruch Spinoza, John Locke, et puis suivi par tous nos grands philosophes du siècle des Lumières, bien sûr, Rousseau, Diderot, Condorcet, Voltaire, sans oublier dans cette période riche et beaucoup plus large l'influence de tout temps, en réalité, de tout libre penseur qui, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance au moins, refusèrent des vérités révélées et imposées par des autorités liées à des églises. Tu as cité Giordano Bruno, en effet, qui a ensuite été considéré comme libre penseur. On peut penser à Épicure, Villon ou Rabelais sur les différentes périodes de notre histoire. Mais effectivement, ils ont un rôle essentiel dans ce qu'allait devenir la laïcité, et la libre pensée a été un des premiers moteurs de l'avènement laïque en France. Alors au XVIIe siècle, et cela est oublié, mais ce qui deviendra la laïcité française est pensé pour assurer la cohésion nationale, parce que les Français se divisaient, parce que les Français se déchiraient, comme beaucoup de sujets en Europe, du fait de leurs croyances ou de leurs convictions distinctes. Ici, il y a eu les guerres de religion, bien sûr, qui se sont succédées durant des siècles, avec un pouvoir royal très lié à l'Église catholique, qui s'opposait bien sûr au développement du protestantisme, puisque la réforme était vue comme une révolte contre les dogmes de Rome, mais aussi comme une autonomisation insupportable pour l'Église des individus face aux autorités de l'époque. Et donc à ce moment-là, on le sait, on a eu des vagues de persécution et puis de nombreux exils face à ceux qui ne pensaient pas comme cette majorité catholique. Et puis ensuite, il y a eu des discriminations qui étaient parfaitement légales, qui étaient légalisées. Il était logique de discriminer les sujets et donc de favoriser cette majorité catholique face à tout un tas de minorités, notamment donc les protestants, mais aussi les juifs, les musulmans, les libres penseurs, les rationalistes, etc. Avec, vous le savez, des cimetières dans lesquels ils n'avaient pas de place, ils devaient être dans des fosses communes, parce que finalement, ils n'étaient pas dignes d'être enterrés dans les cimetières communs gérés par, à l'époque, l'Église catholique, alors à l'exception de places fortes protestantes, par exemple, où on avait le droit d'avoir des cimetières privés, comme c'est le cas à Nîmes, avec donc un cimetière privé, où du coup, on pouvait enterrer ses morts quand on était protestant dans ces cimetières-là. Donc la laïcité, elle a été pensée pour organiser une société moderne aspirant aux libertés individuelles et à la fin de ses conflits, à la fin de ses inégalités, à la fin de ses discriminations. Il s'agissait d'abord d'assurer la paix civile et de faire nation, quels que soient nos horizons, justement, de pensée. Et c'est pour ça que quand on revient sur cette origine historique, on comprend qu'il n'y a aucun sens à penser la laïcité comme un bouclier défendant une majorité supposée contre des minorités supposées. Et là, on comprend aisément qu'il y a une profonde incompréhension sur ce qu'est encore aujourd'hui la laïcité.
Alors cette incompréhension, elle naît aussi de confusion entre les interprétations subjectives personnelles et la définition juridique telle que j'ai pu l'évoquer. Elle naît aussi du fait que la laïcité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien sur le terrain, en se confrontant donc sans cesse à des situations nouvelles qui supposent, pour y répondre, une bonne connaissance de l'approche laïque, qui n'est pas franchement bien délivrée, bien connue, bien expliquée dans les débats de société qui nous entourent aujourd'hui. Une approche laïque qui se fonde sur quelque chose d'assez simple pourtant, sur un juste équilibre posé entre la garantie des libertés individuelles, d'une part, et le nécessaire respect du cadre collectif, d'autre part. C'est que ça l'équilibre laïque, c'est on doit garantir les libertés individuelles, mais dans la limite où on respecte le cadre collectif. Et dans l'approche laïque, il ne s'agit pas d'offrir des réponses à des cas particuliers qui créeraient potentiellement des droits distincts, mais il s'agit d'offrir des réponses d'intérêt général qui répondent au plus grand nombre. Ça, c'est tout bête, mais quand on a ça en tête, on applique correctement, généralement, la laïcité, et on pourra, si vous voulez, évoquer plein de cas concrets qui permettent de concrétiser, justement, cette approche. Mais c'est justement cet équilibre que certains veulent aujourd'hui, et de manière plus offensive depuis une dizaine d'années, remettre en cause, même s'ils ne l'assument pas pleinement, parce qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué de l'assumer pleinement. Parce que s'ils l'assumaient pleinement, en fait, il faudrait qu'ils assument qu'ils s'opposent à la loi de 1905. Et ça, ils ne l'assument pas, généralement. Ils disent même que c'est au nom de la laïcité et de la loi de 1905 qu'il faut de nouvelles lois, notamment d'interdiction, sans préciser que ces lois nouvelles s'opposeraient frontalement à la loi de 1905. C'est tenant d'un laïcisme, on pourrait l'appeler laïcisme, c'est-à-dire en sociologie, l'expulsion de tout ce qui est perçu comme religieux de l'espace commun, mais en réalité, on l'a dit, plutôt l'expulsion de tout ce qui n'est pas perçu comme étant issu de la majorité supposée. Donc, elle relève d'une vision étriquée et purement hexagonale de la notion d'identité française, en fait. Et ces tenants de cette laïcité identitaire sont en fait dans la logique d'une construction d'une nouvelle laïcité qui déséquilibrerait la balance en faveur du cadre collectif, si je puis dire, et encore non, en faveur du cadre d'une majorité, collectif d'une majorité, et donc non pas de l'ensemble de la société, et en défaveur, bien entendu, des libertés individuelles d'une part, et là sur le coup ça pourrait concerner tout le monde à terme, même la majorité, et d'autre part des minorités évidemment, de ceux qui sont perçus, tout du moins, comme des minorités. Donc la défense de cette vision identitaire, elle se fait sous couvert, très souvent, vous l'entendez aussi, d'un supposé universalisme. Mais en fait, c'en est pas un. L'universalisme qui est mis sans arrêt en avant par ces tenants d'une laïcité identitaire, d'une nouvelle laïcité, en fait, il n'est entendu ici que comme un assimilationnisme pour éteindre tout particularisme culturel, où il faudrait effectivement s'assimiler à cette identité majoritaire qu'on n'a déjà jamais vraiment compris, qu'on n'a jamais vraiment défini, hein. Mais bon, on voit à peu près de quoi ils veulent parler. Outre la perversion donc, du concept d'universalisme, les tenants de cette logique laïciste révèlent en fait leur refus de la France des Lumières pour préférer la France de l'Ancien Régime, la France de l'ordre social conservateur. Parce que si cette dernière s'appuyait en effet sur une culture dominante, souvent en effet liée à l'Église catholique, bien que beaucoup de catholiques ne sont pas d'accord avec cette vision, si cette dernière s'appuyait sur une vision ethnocentrée, en revanche la France des Lumières, puis la France révolutionnaire, elle s'appuie d'abord sur un socle de valeurs, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celles qui seront inscrites ensuite sur les frontons de nos mairies, mais aussi donc s'appuie sur un véritable universalisme sur le coup, celui qui fait que la France peut parler au monde parce qu'elle s'accepte dans sa pluralité, elle s'est elle-même construite en réalité d'apports du monde entier, et parce qu'elle est elle-même, de par sa simple géographie, encore aujourd'hui présente tout autour du globe. Et donc, c'est cette France-là qui a créé la laïcité en fait d'aujourd'hui. C'est cette France qui accepte cette pluralité et qui fait de cette diversité une richesse, une force, et qui donc considère tous ses concitoyens, tous ses citoyens de la même manière, d'où qu'ils viennent, quelle que soit sa conviction ou sa croyance, à partir du moment, la seule condition, si je puis dire,
c'est qu'ils partagent des valeurs communes, et ces valeurs communes, ben voilà, ce sont celles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Les révolutionnaires considéraient qu'étaient français ceux qui partageaient ces valeurs, point barre, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient d'origine espagnole, italienne, qu'importe. Ils étaient français à partir du moment où ils défendaient ce pacte révolutionnaire. Alors la question posée pour cette conférence était de savoir si la laïcité avait encore un rôle à jouer. Dès lors que l'on en reste à la définition de la laïcité telle que résultant des textes que j'ai précités, en particulier la loi du 9 décembre 1905, pour moi la réponse ne fait aucun doute, c'est oui bien sûr, et plus encore peut-être aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Plus encore en fait dans une époque de trouble, de désordre, où les individus justement sont très souvent renvoyés à leurs seules conditions, et où tout collectif qui ne s'inscrit pas dans une norme majoritaire telle que dépeinte dans le débat public peut être vu comme suspect. Le principe de laïcité, celui qui est au cœur donc, de la loi de 1905, c'est un principe qui est devenu de valeur constitutionnelle juridiquement, qui est désormais même défini par le Conseil constitutionnel en grande partie, notamment dans une décision de 2013. Donc a priori, et c'est heureux, le Conseil constitutionnel ne pourrait que censurer toute disposition législative nouvelle qui remettrait en cause le principe de séparation, donc séparation entre l'administration publique et les organisations religieuses, qui remettrait en cause la liberté de conscience et sa libre expression dès lors que l'ordre public n'est pas remis en question, et qui remettrait en cause l'égalité de toutes et tous devant la loi, quelle que soit leur conviction ou leur croyance. Donc c'est un garde-fou. Il reste que l'évolution de la composition du Conseil constitutionnel pourrait demain le rendre beaucoup moins regardant. On le voit aux États-Unis avec l'évolution de la jurisprudence américaine, avec la Cour suprême, qui change totalement la donne. On pourra en reparler, mais étonnamment, parce que ça n'apparaît pas a priori, puisque les États-Unis sont une société extrêmement religieuse et très peu sécularisée. L'État lui-même, en revanche, est laïque, puisque l'État américain, fédéral, est séparé des religions depuis le premier amendement de 1791. Et la Constitution le notifie d'ailleurs, et je l'avais déjà dit, mais c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas de subvention possible aux États-Unis pour le moment, des écoles privées confessionnelles. Ce qu'on fait nous largement en France. Mais soyez-en sûrs, à la fin du mandat Trump, ce ne sera plus le cas. Il y a déjà une remise en question de la laïcité américaine par différentes décisions de la Cour suprême, que je pourrais citer comme ça, mais qui déjà ouvre des brèches à cette séparation qui est pourtant majeure. C'est le mur de séparation de Thomas Jefferson, qui est majeur aux États-Unis. Et donc on voit bien que ces cours suprêmes qui sont censés être des garde-fous, ben, si la composition en est complètement révolutionnée, et si la composition ne penche que d'un côté, ce ne sont plus des garde-fous. Au contraire, ce sont des cours qui peuvent finalement accepter des atteintes évidentes a priori, qui apparaîtraient évidentes à nos valeurs et à nos principes de valeurs constitutionnelles. Et puis, à ce stade, ce qui se produit, c'est d'ores et déjà, je le disais, des évolutions législatives à minima sur des aspects techniques et pratiques. Alors c'est notamment ce qui s'est déjà passé dans le passé aussi, avec les lois et décrets Astier, Poiseau, Chapuis, les lois Marie et Barranger, les lois Debré, la loi Debré, qui ont permis ce large subventionnement public des écoles privées confessionnelles, ce qui, je le rappelle, jusqu'aux années 50 était tout à fait impossible. Depuis la loi de 1905, il n'y avait pas de possibilité de subvention des écoles privées confessionnelles. Il y a eu quelques exceptions de subventions faites par les conseils départementaux dans des régions très religieuses, la plus souvent cassées par le Conseil d'État à l'époque. Et puis, avec ces nouvelles lois, finalement, on a institutionnalisé ce subventionnement public des écoles privées confessionnelles. Et finalement, on organise encore, pour moi ça m'interroge évidemment, un système concurrent au système de l'État. L'État organise sa propre concurrence à son système éducatif. Et puis vous avez la loi du 24 août 2021, bien sûr, dont le choix de la date est quand même extrêmement peu judicieux, puisque le 24 août c'est la Saint-Barthélemy, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a évidemment un sens dans l'histoire de la laïcité française, puisque justement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de toute cette époque troublée que beaucoup de philosophes ont pensé pour concevoir une idée qui puisse permettre à tout un chacun de vivre ensemble malgré ces oppositions fratricides. Donc ça a un sens majeur et c'est peut-être pas heureux de faire voter une loi qui a une incidence sur la laïcité le jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Bon, bref. Cette loi du 24 août 2021, elle a introduit des modifications substantielles
certaines qui sont somme toute assez classiques et d'ordre pratique et qui peuvent être soutenues, mais d'autres qui sont contestables, et en particulier du point de vue de la séparation. Par exemple, c'est rescrit pour les associations cultuelles tous les 5 ans devant le préfet pour être sûr que le préfet accepte de reconnaître l'association comme étant cultuelle. Alors qu'a priori, ce n'est pas au préfet de qualifier si l'association est bien cultuelle comme il faut dans les normes ou pas. Et donc là, ça pose question sur le principe de séparation. Il y a des conditions objectives qui étaient déjà connues sur l'exercice public d'un culte, défini par le Conseil d'État. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin et sûrement pas donc d'en passer par la case préfet tous les 5 ans. Et puis plus largement, mais ça dépasse tout à fait le seul champ de la laïcité, on le sait, cette loi a créé de fait un grand climat de suspicion généralisée à l'encontre du tissu associatif, avec notamment le contrat d'engagement républicain, mais d'autres choses, ce contrat d'engagement républicain qui interroge quant à un de ces engagements, qui est donc le respect des symboles de la République, formule assez vague, mais qui est censé englober donc la devise républicaine, l'hymne national, le drapeau. Qu'est-ce qu'on entend par respect? Est-ce que ça veut dire qu'une association qui oserait se moquer de la devise républicaine serait privée de subvention? C'est quand même, ça interroge, je veux dire, dans le monde artistique, ça s'est déjà fait largement dans la chanson. Donc ça interroge. Alors je pense qu'évidemment, en tout cas les premiers arrêts, les premiers contentieux sur la question sont plutôt rassurants, puisque le juge justement l'interprète de manière extrêmement restrictive, n'accepte pas justement qu'on puisse, sous couvert de cette loi, interdire tout et n'importe quoi, et c'est heureux. Mais néanmoins, c'est dans la loi, et ça peut demain prêter à d'autres interprétations du juge. Et donc c'est sans doute un problème. Et puis le contexte des attentats terroristes a également fait évoluer la manière de traiter de la laïcité, notamment à l'école d'ailleurs. Si avant même ces attentats, l'Observatoire de la laïcité avait alerté sur l'urgence de mieux accompagner, de mieux former les enseignants puis les élèves à la laïcité, on l'avait fait dès 2013, mais aussi pour éviter la ségrégation scolaire et ses conséquences en termes justement de séparatisme sur le coup. Et bien, les attentats ont donné lieu à une nouvelle orientation, on le sait. Dans les faits, et à partir de 2017 en particulier, ce sont surtout des mesures cosmétiques et donnant une image de fermeté qui ont été prises. Par exemple, avec l'annonce de la publication des atteintes à la laïcité, sans que celle-ci ne soit définie d'ailleurs, et sans que, pour les éviter, les formations à la laïcité, initiales et continues, ne soient, elles, véritablement renforcées. Au contraire, les formations initiales et continues des enseignants ont chuté à ce moment-là, alors même qu'on avait un ministre qui mettait sans arrêt en avant la laïcité. Et qui plus est, on n'avait plus assez d'enseignants. Or, on a besoin d'enseignants pour que les enseignants puissent aller se former. Il faut les remplacer les jours où ils vont se former pour qu'il y ait quelqu'un devant la classe. Donc en fait, ces formations ont chuté, alors même qu'on avait un ministre qui les mettait sans arrêt en avant et qui disait laïcité, laïcité, laïcité. Bon. Et puis, on pourrait parler de l'enseignement moral et civique qu'on a mis en place avec l'Observatoire de la laïcité, notamment en 2015, qui était destiné en une formation interactive permettant aux élèves de véritablement s'approprier les valeurs et les principes de la République par des jeux de rôle, des scénettes, du théâtre, des mises en situation concrètes. C'est ça qui parle aux élèves en général et ça marchait très bien. Eh bien, cette EMC a été réformée, là encore, sous Jean-Michel Blanquer, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus vertical, comme l'était l'instruction civique qu'on a tous connue, et qui franchement n'est quand même pas révolutionnaire et ne permettait pas véritablement de faire saisir ces principes et ces valeurs de la République aux plus jeunes. Il y avait aussi l'enseignement laïque des courants de pensée et des faits religieux, en tant que faits sociaux, évidemment pas en tant que croyances, mais en tant que faits sociaux, qui devaient être mis en œuvre de manière transdisciplinaire pour permettre aux élèves une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, puisque ce sont des questions qu'on entend tout le temps dans l'actualité, pour faire tomber un certain nombre de préjugés, pour y compris avoir du recul sur sa propre croyance quand on en a une. Mais cet axe de travail, là encore, a été purement et simplement abandonné en 2018, de peur, disaient certains, je ne les citerai pas, membres de la majorité d'alors, de trop parler d'islam en classe. Bon, très bien.
Et dernier exemple, alors qu'un plan visant à renforcer la mixité sociale à l'école avait été lancé en 2015, et ça c'est quelque chose d'absolument majeur, il a été arrêté en 2020, alors même que les expérimentations menées en la matière ont toutes confirmé que la mixité sociale, la mixité socioculturelle aboutissait à une chute évidente de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité. Tout simplement parce que quand vous n'avez pas des publics homogènes, quand vous avez des publics mélangés, vous avez du débat interactif qui se crée, vous n'avez plus de replis qui se constituent. Alors que quand vous avez des publics homogènes, vous avez des pressions ou des replis, évidemment communautaires, qui s'opèrent, c'est somme toute extrêmement logique. Et donc, ces expérimentations qui fonctionnaient, jouant à la fois sur la carte scolaire, sur l'implantation même des lieux scolaires, sur les équipes pédagogiques, sur les options délivrées, sur la pédagogie à avoir et à faire plusieurs années en amont avec les parents pour qu'ils n'aient pas peur de ces expérimentations et qu'ils ne pensent pas que le niveau scolaire puisse chuter, parce qu'en fait il ne chute pas quand c'est bien fait. Et bien tout cela a été purement et simplement abandonné pour finalement renforcer un séparatisme contre lequel on dit lutter, puisque de fait on continue à finalement être dans une logique, à mon sens, beaucoup trop élitiste, où finalement on laisse ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont favorisés, d'autant plus favorisés, avec qui plus est un enseignement privé sur le coup qui ne prend sans doute pas sa part et qui doit sans doute être beaucoup plus sollicité pour mélanger lui-même les publics. Et à mon sens, l'enseignement privé aujourd'hui ne respecte même pas pleinement le contrat qu'il engage dans le cadre de la loi Debré. Donc même la loi Debré, sans même revenir à l'abroger, n'est pas totalement respectée aujourd'hui, puisque les écoles de l'enseignement confessionnel privé subventionné n'accueillent pas tous les élèves comme elles devraient le faire. Et puis plus largement, on constate la focalisation du débat public en matière de laïcité, vous le savez, sur les tenues vestimentaires. Et parfois, de la part de responsables politiques, reconnaissons-le, simplement pour mettre à l'index une partie de la population, sans même chercher à comprendre pourquoi il y a certaines manifestations d'une appartenance religieuse plus visibles. Et qui plus est, quand on se focalise que sur la tenue, on en oublie le plus grave, c'est-à-dire les contestations actives, c'est-à-dire les comportements, les propos, les logiques d'emprise parfois, etc. Qui sont pourtant nettement plus notables et plus inquiétants. Les discours, les actes, etc. On le sait depuis de nombreuses années maintenant, enfin pas de nombreuses, mais enfin depuis quelques années, se développent en France dans le débat public des prises de position au nom de la laïcité qui diffèrent très largement de celles traditionnellement portées par le mouvement laïque bien avant, durant de très nombreuses années, et qui donc désormais s'éloignent très largement du droit de la laïcité. Quand je parle du mouvement laïque, eh bien, j'entends notamment la Fédération nationale de la libre pensée, j'entends les partisans de la laïcité en tant que principe tel que je l'ai défini, un mouvement laïque qui rappelait sans cesse qu'il doit y avoir une stricte séparation entre ce qui relève de l'État et du pouvoir en place et ce qui relève d'autre part de l'autonomie individuelle ou des associations. Et donc pour faire simple, les mouvements religieux ou les mouvements de courant de pensée n'ont pas à dicter la loi ni à interférer dans l'exercice d'une mission de service public, mais inversement, ni l'administration publique, ni le pouvoir politique en place n'a à imposer une quelconque façon de penser ou de croire aux courants de pensée divers et variés, ni à instrumentaliser la religion ou toute conviction à des fins politiciennes. Et de façon plus spécifique pour armer la raison des futurs citoyens, ce mouvement laïque a toujours soutenu l'école publique laïque, notamment face, je le disais, à ce large subventionnement public. Ce mouvement laïque, il s'est toujours mobilisé pour défendre une réalisation effective et pleine de la laïcité par le traitement de la question sociale. Mais depuis la fin des années 80, et de manière plus marquée depuis les années 2010, plus marquée encore depuis les attentats, ce grand principe dans le débat public n'est pas évoqué pour parler de plus de mixité sociale, pour parler de financement public d'abord, pour parler d'offres de services publics laïques sur tous les territoires, puisque vous le savez, il y a des zones blanches, des endroits où il n'y a pas d'établissement scolaire public dans le pays, pour parler d'offres alternatives aux offres privées confessionnelles, par exemple, etc. Non, ce n'est pas vraiment pour cela maintenant que l'on parle de laïcité, on le sait. Lorsqu'on parle de laïcité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt en réalité pour évoquer un sujet très imprécis qui est celui de l'identité,
Et ça va être pour parler d'expressions religieuses individuelles et minoritaires qu'il faudrait forcément proscrire dans tout espace, de menus uniques qu'il faudrait forcément imposer à tout le monde, avec du porc, c'est encore mieux, vous diront certains, de traditions majoritaires religieuses qu'il faudrait même favoriser, voire subventionner finalement, parce que c'est la tradition majoritaire, face à d'autres qui, elles, doivent être exclues du champ public, justement, etc., etc. Donc cette évolution, elle s'est constatée, on le sait, dans une période, d'une part, d'opposition grandissante à l'immigration, dans une société en crise, une crise multiple, économique, sociale, écologique, d'identité dans la mondialisation, parfois une crise sanitaire même. Et puis aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société, c'est-à-dire de cette opposition presque entre une partie de la population encore croissante aujourd'hui qui s'éloigne du religieux, dans cette société française qui est très sécularisée, et une autre partie de la population au sein de divers courants religieux qui réactivent au contraire effectivement leur appartenance religieuse, et ce de manière plus visible. Alors, au lieu de répondre bêtement à cette réalité, il faut comprendre les ressorts. Et effectivement, il y a un recours à la religion, plus qu'un retour à la religion. Je dirais un recours à la religion en ce sens où pour le moment il n'y a pas plus de croyants qu'il n'y en avait hier. Mais en tout cas, il y a un recours effectivement à la religion chez certains, et qui donc vont l'afficher plus nettement, et qui donc vont avoir recours plus souvent à des courants religieux plus marqués, plus conservateurs. Et maintenant dans tous les courants religieux, pas que dans l'islam d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça va être vu comme une valeur refuge chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'en situation de fragilité économique, sociale, psychologique, souvent dans une situation où ces personnes vont considérer en échec les idéologies séculaires, c'est-à-dire le socialisme, le capitalisme, le nationalisme, le communisme, toutes ces idéologies qui aujourd'hui sont vues par beaucoup comme étant en échec. Et donc il y a un recours à des valeurs refuges de tout temps. La religion a toujours été vue comme une valeur refuge dans l'histoire de l'humanité, la croyance en général. Parfois c'est aussi en réaction tout court à la sécularisation de notre monde, ou encore en réaction à la visibilité accrue de certaines autres religions dans une sorte de concurrence. Et puis, bien sûr, parfois, c'est simplement pour assumer publiquement sa foi, ce qui est tout à fait possible, bien sûr, dans une société démocratique, mais plus délicat dans une société, justement, où on a cette polarisation et donc cette peur du religieux. Et l'ère de la post-vérité que l'on connaît aujourd'hui est un temps favorable, évidemment, aux courants religieux et aux courants de pensée aussi, les plus messianiques, les plus conservateurs. Alors oui, dans ce contexte, on a besoin, je crois, de revenir à l'essence même de la laïcité, de revenir notamment au discours de Jaurès de 1904, dans le cadre du débat parlementaire de la loi de 1905. C'est un discours qui n'est absolument pas vieux, même s'il a 120 ans, 121 ans même, qui est toujours d'actualité, j'allais dire malheureusement d'ailleurs. On pourrait résumer ce discours par la phrase, il n'a pas dit exactement comme ça, puisque c'est sur plusieurs phrases, mais on pourrait la condenser en une phrase qui est « La République doit être laïque et sociale, elle ne sera laïque que si elle devient sociale ». Et encore aujourd'hui, finalement, elle n'est peut-être pas pleinement laïque parce qu'elle n'est peut-être pas pleinement sociale. Et en ce sens, il nous faut une laïcité en acte. Et pour ce faire, il nous faut une république en acte, y compris et d'abord sur le volet social. Et les solutions, elles existent. Mais elles impliquent de la volonté, elles impliquent du courage dans un monde où peut-être que nos responsables politiques en manquent un peu parce qu'on est dans la course au buzz, à l'immédiateté, au clash permanent. Et donc on fait appel aux émotions plutôt qu'à la raison. Et vous d'ailleurs, vous êtes une association qui vous battez pour faire appel à la raison plus qu'à l'émotion. Et donc ces solutions, elles exigent de sortir du cynisme, elles exigent de sortir du calcul en agissant pour le commun. Notamment, je le disais, renforcer la mixité sociale, socio-culturelle, dans l'habitat, dans les établissements scolaires, dans tous les loisirs, dans les sports, dans le travail. Intégrer partout toutes les cultures qui ont participé à notre histoire et à notre culture commune. On ne parle jamais des Outre-mer, sauf quand il y a des catastrophes. Sinon, on n'en parle jamais. Il y a des millions de nos concitoyens qui vivent dans les Outre-mer, mais c'est quelque chose Mais pas que. Je veux dire, notre pays est construit d'apports du monde entier, de culture maghrébine, de culture d'Afrique subsaharienne, de culture asiatique, sud-asiatique, de culture polynésienne et océanienne. Mais pourtant, ce sont des choses dont on ne parle que trop peu. Il ne faut plus non plus faire l'impasse sur l'histoire de notre passé colonial.
qui n'est toujours pas traité collectivement, qui reste très présent dans l'inconscient collectif. Il faut lutter plus durement contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes d'exclusion. Et puis bien sûr, il y a d'autres champs à couvrir, comme à des petites échelles, mais c'est important, j'en disais un mot, l'enseignement laïque des courants de pensée, des faits religieux à l'école, l'enseignement moral et civique, tout ce qui va permettre de prendre du recul dès le plus jeune âge, de mieux construire son esprit critique, mieux appréhender le monde, faire tomber des clichés, des a priori qui nous sont rapportés par notre conditionnement social. Il y a aussi, bien sûr, l'aide à la structuration de cultes indépendants d'ingérences étrangères, parce qu'il est vrai qu'il peut y avoir des ingérences étrangères, et idéologiques parfois. Il y a aussi la nécessité de la régulation de réseaux sociaux, qui aujourd'hui, plus encore qu'hier, sont de plus en plus porte-voix des extrémismes et du complotisme, surtout quand ils sont concentrés entre les mains de quelques magnats, de quelques milliardaires très idéologues finalement, et qui se servent des algorithmes sans même qu'on s'en rende compte pour favoriser des informations pour le moins problématiques et bien peu progressistes finalement, et qui ont un agenda idéologique, eux, particulièrement bien défini, libertarien, voire fascisant parfois. Et donc dans le contexte qui est le nôtre, la laïcité, mais la vraie laïcité, cette laïcité rappelée dans la loi de 1905, elle nous est essentielle. Elle nous est absolument essentielle parce qu'elle est un formidable outil pour construire la maison commune. Elle crée du lien, elle construit des ponts quand d'autres veulent construire des murs. La loi du 9 décembre 1905, elle a ancré la République française dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la filiation des Lumières, j'en disais un mot. Elle ne fait plus de distinction entre ces citoyennes et citoyens, elle ne sépare aucune majorité supposée de différentes minorités, notamment confessionnelles supposées ou convictionnelles. Non, au contraire, il ne doit y avoir que des Françaises et des Français à égalité de droits, de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Et quand on dit cela, on ne nie pas notre histoire, on ne nie pas les influences plus ou moins fortes qui ont façonné notre pays. Simplement, on en tire les leçons pour ne pas faire de notre diversité, qui est factuelle, qui est réelle, une source de division violente, mais au contraire, pour en faire une richesse et réellement faire nation au plus beau sens du terme. Merci.